cette première table ronde de 1 heure en compagnie de Rudy Bord. Bonsoir. Vous êtes donc fondateur avec Vera Bord qui est à mes côtés de Civic City. Vous allez nous expliquer dans un instant ce dont il s'agit. Riga Sarvanitis est à côté de vous. Il est donc membre du GRIP, fondateur du GRIP, Institut de recherche et développement à Paris. Julien Mallet. Et je suis donc Emmanuel Laurentin et je suis producteur d'émissions à France Culture et très heureux d'animer ces 2 premières heures de ces 24 heures. Alors, commençons par vous, Rudy Bord et Riga Sarvanitis. Rudy Bord, c'est quoi Civic City et en quoi ces 24 heures sont-ils un concept que vous déplacez dans le monde comme cela avec Vera Bord et avec tous les membres de Civic City? Et pourquoi faire d'une certaine manière? Je crois que l'origine de cette envie de faire un tour du monde de 24 heures, c'était pendant le Covid. Nous avons tous été séparés d'une certaine manière, isolés, et il y avait une urgence peut-être encore plus grande que d'habitude d'écouter des personnes qui se trouvaient dans les mêmes situations, ou presque, dans d'autres pays. Oui, parce qu'il faut bien dire qu'il y a une sorte de conversation mondiale. Nous avons d'ailleurs créé à France Culture une émission qui s'appelait La Conversation mondiale, qui est née à ce moment-là. Nous étions nous soupissions tous les effets de ce virus, et d'une certaine manière, il n'y a pas eu d'autres moments dans le monde, pourrait-on dire, où la question de la globalisation, de la façon de réagir à un événement était simultanée comme ça a pu l'être à ce moment-là. En même temps, globalisation, parce que la maladie, le virus était indéniablement global, et c'est peut-être le début du retour du nationalisme, puisque nous avons été chacun soumis à des règles nationales qui étaient différentes. Et chacun, et notamment ici en France, on affirmait que c'était l'obligation absolue, et on voyait que quelques kilomètres plus loin de l'autre côté de la frontière, c'était une autre règle. Et donc, c'était peu médiatisé, ces petites différences d'attitude, d'explication des citoyens, et qui finalement ont eu des effets énormes. On le voit aujourd'hui, à quel point certains pays ont subi politiquement ce négationnisme par rapport à la maladie, comment d'autres peut-être se sont remis mieux que notre pays, notamment si on pense à la jeunesse, aux maladies psychologiques qui ont été conséquents de cet isolement et de... Voilà. Donc, on a des écarts. Et ces écarts nous paraissaient extrêmement importants d'être racontés. Vera Bord, alors qu'est-ce que Civic City et pourquoi vous vous êtes engagé dans ces 24 heures, celle-ci, mais d'autres auparavant, et en quoi justement cette vision d'une mondialisation, pourrait-on dire presque, puisque il y a à la base votre métier de designer d'une certaine manière, ou designeuse, tout cela, pourquoi cette question du design de la mondialisation est une question essentielle selon vous? C'est qu'il était important, et précisément le Covid, c'était une question de différence des situations nationales, mais surtout, ça a aussi montré les inégalités, les conditions différentes, même si on subit plus ou moins la même situation. Et c'est que est important pour Civic City, c'est un réseau transnational, transgénérationnel qui réunit des créateurs, donc ceux qui sont dans les métiers du design, d'architectes, artistes et les sciences humaines, mais qui rassemble aussi quand on dit les experts du terrain, donc ceux qui ont un savoir-faire, un savoir d'expérience, et ces échanges de savoir
et l'échange sur des conditions différentes fait la spécificité de ces 24 heures parce qu'on ressemble, et vous voyez ça pendant les prochaines 24 heures, des activistes, un groupe de 2 acteurs locaux qui ont quand même changé les paradigmes et en même temps des directeurs des grandes entreprises qui échangent avec une association, etc. Donc cette polyphonie, multiperspectivisme, ça c'est exactement qui marque Civic City. Et si vous voulez, je peux ajouter le rôle du design là-dedans. C'est précisément on a beaucoup entendu ce mot design thinking, mais c'est une approche qui... Comment on le traduit, ça, design thinking? Il y a et on va peut-être thématiser ça beaucoup pendant les 24 heures, une instrumentalisation de la pensée du designer qui devrait être ceux qui pensaient, et nous parlons souvent d'un design de relation, ceux qui réfléchissent sur le lien entre ce qu'il est créé et ceux qui l'utilisent et pour qui on crée et comment on peut renforcer ces liens mais dans une logique civique. Pour ça, ça s'appelle Civic City parce que ce qui nous intéresse, c'est moins une approche économique mais une approche civique dans une pensée d'un contrat civique planétaire. Alors, Riga Arvanitis, comment vous est venu avec les autres membres du GRIP, qui est un centre de recherche, cette idée d'allier vos forces avec justement Civic City autour de cette notion de 24 heures pour pouvoir mettre en avant cette question de la globalisation avec ses excès, je l'ai dit, mais aussi ses avantages, ou en tout cas ses apports à une meilleure connaissance interplanétaire des populations, des sociétés entre elles? Alors oui, c'était en fait après 4 ans de travaux, puisque notre institut existe depuis 4 ans, de travaux de terrain que nous avons financés, que nous avons soutenus d'une façon ou d'une autre, grâce à un financement de l'université Paris-Cité, et ceci qui a réuni en fait des personnes très différentes autour de cette idée que la globalisation avait beaucoup changé, en fait, qu'elle a amené des nouvelles questions qu'on n'avait même pas imaginées 10 ans auparavant, qu'on avait limité ce terme à cette dimension économique et qu'on a voulu l'ouvrir vers la culture, vers la politique, vers des dimensions très multiples, le rôle des villes, la mondialisation, que signifie la citoyenneté, par exemple, dans une ville, quelles sont les manières de travailler quand on se trouve dans des entreprises dont le référent n'est plus l'espace national ou même cet espace dont on dit que ça va être autour de notre jardin, mais qui en fait dans la réalité c'est les jardins éparpillés partout dans le monde. Que signifie absorber des musiques venant de partout? C'était cette idée et qu'il fallait le faire en faisant référence, quelque chose qu'on a de commun avec Civic City, à l'expérience de terrain. Pour le Civic City, c'est à travers la façon de faire parler ou de faire émerger la parole du terrain dans le design. Nous, c'est à partir de la recherche avec des partenaires dans les différents pays dans lesquels nous avons travaillé ou nous avons appuyé des équipes de recherche un peu partout dans le monde. Oui, alors agir local, penser global, c'est le thème de notre première discussion, celle de cette première heure des 24 heures. Est-ce que justement, Julien Mallet, vous qui êtes parti aussi de chez chercheurs de terrain, qui travaillait sur l'océan Indien, sur Madagascar en particulier, vous avez vu ce qui vient d'être décrit très exactement par Riga Arvanitis, à savoir cette idée qu'il y avait à la fois des bouleversements, des surprises, pourrait-on dire, de cette globalisation. D'ailleurs, on voit ce titre, qu'est-ce qui a changé en 25 ans? Pourquoi 25 ans d'une certaine manière? Et pourquoi ce terme d'un quart de siècle suffit déjà à faire un premier bilan, ou est-ce qu'il faudrait remonter plus haut, puisque évidemment cette mondialisation ne s'est jamais interrompue. Elle a commencé par, on pourrait partir à la fois des vaisseaux chinois qui rejoignent justement la côte est au XIVe siècle, la côte est de l'Afrique, mais aussi Alexandre le Grand et aussi tout un tas de ceux qui ont exploré le monde d'un côté ou de l'autre d'une certaine manière. Et donc cette mondialisation ne s'est jamais interrompue, mais néanmoins on peut dire qu'il y a eu cette sorte d'accélération
dont parlait Rigard Vanitis, qui a bouleversé peut-être des sociétés locales, bouleversé des approches que pouvaient avoir des cultures et des peuples qui se retrouvaient confrontés à une mondialisation économique en particulier qui les touchait particulièrement. Oui, tout à fait. Alors c'est une vaste question et je crois que la réponse va durer au moins les 24 heures prochaines et je m'aventurerai pas à donner une seule réponse, à la formuler en une seule phrase. Mais par contre, oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, je crois que le Covid, certes, a été un événement marquant. Je ne sais pas s'il a été le départ d'une série de transformations à la fois sociales, économiques, etc. Mais en tout cas, il a été le révélateur et l'accélérateur de choses qui se produisaient depuis déjà longtemps. Et ça fait partie de ces mécanismes et de ces forces qui sont plus lointaines et qu'on peut peut-être dater de 25 ans, j'en sais rien, où se rejoignent une nouvelle organisation du monde avec des bouleversements particuliers. Après, et je crois qu'une des transformations fortes ou des crises fortes est liée à une crise du lien et du lien social, des liens plus globaux, Internet, si j'ose un mauvais jeu de mots, c'est-à-dire de sociétés qui balancent entre des particularités, l'exacerbation de particularismes qu'on voit aujourd'hui à travers les guerres malheureusement de plus en plus, et en même temps nous-mêmes dans nos disciplines cette espèce de fantasme du tout flux, du monde. Et là, je crois qu'il y a eu une rupture, il y a eu en tout cas des va-et-vient et des ruptures entre des visions qui étaient peut-être trop duel ou dualiste entre le tout monde, le tout flux, ou les nationalismes, et arrive depuis 25 ans une espèce de bouleversement. Ça, c'est ma vision, mais il y a des données beaucoup plus précises et une réponse peut-être plus concise, Rigas, que tu voudrais apporter, avec un regard plus économiste et plus qualifié. Après, moi, sur le terrain, de ce que j'observe depuis 25 ans, c'est des changements liés aux circulations. Là aussi, le revers de la médaille et des mythes du tout circulant. Il y a eu cette idée qu'on pouvait d'une mondialisation libre, etc. Et là, on a un resserrement, au contraire, des frontières qui sont de plus en plus difficiles à traverser. Les musiciens avec qui je travaille ont de plus en plus de mal à se déplacer. Et pour autant, les flux musicaux, notamment via les nouvelles technologies et le numérique, vous travaillez en particulier sur ces flux culturels, justement, viennent nourrir des imaginaires, des représentations, une appartenance au monde qui est de plus en plus transnationale. Oui, cela, Rudy Bord, c'est assez proche de certaines des références que vous avancez avec Vera Bord et avec Civic City, c'est-à-dire les références à Édouard Glissant, au tout monde, à cette idée effectivement d'une créolisation du monde dont on s'aperçoit qu'elle est fantasmée peut-être et peut-être pas totalement réelle. Je donnerai la parole, après vous avoir donné la parole maintenant, à Ismaël Rafols qui nous attend de l'autre côté, du côté de Leiden. Mais allez-y sur ce point, Rudy Bord, avant que je donne la parole à Ismaël Rafols. Je pense que c'est certainement une dimension ou une tension que nous pouvons donner entre je dirais, un monde global qui est organisé ou qui est orchestré à travers le libéralisme, et puis un autre imaginaire qui est beaucoup plus basé dans une sorte de relation justement entre le local et le tout, un tout solidaire et pas un tout concurrentiel. Et je crois que c'est en ça que peut-être on peut travailler cette différence qui nous intéresse, comment ce tout peut exprimer sa diversité, exprimer son pluriel, ou au contraire, ce tout n'est que un. C'est toute la base, je dirais, de l'idéologie du marketing, où on essaye toujours de réunir et de mettre un drapeau au sommet, alors que ce qui intéresse Édouard Glissant et le tout monde, c'est au contraire de se dire cette diversité doit être représentée. Oui, Ismaël Rafols, vous n'avez pas encore eu la parole, je vous la donne tout de suite. Bonsoir. Est-ce que, justement, vous qui êtes
très axé dans votre travail, en particulier pour votre chaire UNESCO, mais pour beaucoup d'autres de vos travaux, sur la nécessité de pratiquer ce qu'on appelle l'open science, la science ouverte, etc., de la mettre en œuvre pour que justement les partages des connaissances soient le plus ouverts possible, le plus partagés possible par toutes les cultures. En contradiction avec une certaine façon de penser la science différemment, c'est-à-dire de la penser comme appartenant soit à un centre de recherche, soit à un brevet qui est déposé par telle ou telle entreprise, etc. Comment justement envisagez-vous cette dualité, ce dualisme dans lequel on est depuis le début de cette discussion, entre d'un côté l'ouverture et la refermeture, pourrait-on dire, après avoir espéré pendant très longtemps justement que cette ouverture soit définitive et que tout circule, les idées, les hommes, les marchandises. Bonsoir. Mon français n'est pas si bon. On verra si je peux tout le dire en français, mais on va essayer. Bon, cet dualisme, je ne le vois pas toujours de la même façon dont vous l'avez parlé. Donc, par exemple, la question d'ouverture. On pourrait dire que les 30 dernières années, on était les plus ouverts pour la science du point de vue de l'échange des connaissances à travers le monde, où il y a eu le plus de mobilisation de chercheurs de l'un côté à l'autre. Est-ce que cette ouverture des universités ont donné à une science plus diverse? Est-ce qu'on a vu ça? Mais non. Ce qu'on a vu, c'est que des chercheurs, beaucoup des pays, des chercheurs du Sud sont allés au Nord et là, ils ont suivi les agences de recherche du Nord. Est-ce qu'on a vu que dans les pays du Sud, avec cette ouverture, il y a eu une diversité des agentes de recherche? Non. La mondialisation qu'on a eue les derniers 30 ans, c'est une mondialisation ouverte du point de vue économique, mais du point de vue culturel, ça a été une ouverture avec une hégémonie de l'Ouest, spécifiquement de l'Ouest américain, qui a donné plutôt à une perte de diversité. Ça tient à quoi, selon vous? Est-ce que ça tient à des normes internationales, des normes de la recherche, par exemple, qui auraient été élaborées à l'Ouest, comme vous dites, ou au Nord en général, et qui se seraient imposées dans l'ensemble du monde, ou à autre chose, Ismaël Rafols? Je pense à ça comme c'est une gouvernance soft, c'est pas dure. Hein. C'est, je sais pas, Une gouvernance douce, alors une gouvernance douce. C'est une gouvernance douce. Et je travaille dans le champ de l'évaluation de la recherche. Et par exemple, la façon dont on fait l'évaluation, dont laquelle on valorise les articles qui se publient dans des grandes revues, dans des journaux de l'Ouest, ne sont pas une forme de gouvernance où les chercheurs soient obligés à publier là, mais pour devenir importants, des chercheurs importants, ils doivent suivre ces chemins. Donc, c'est une gouvernance dans la façon dont la science elle-même s'organise. Et dont elle se présente au monde, d'une certaine manière. Ouais. Et donc, vous voyez, il y a cette contradiction entre une apparence d'ouverture et en fait des lignes de recherche qui deviennent plus alignées avec une politique, avec une économie politique où la science est plus dépendante des intérêts privés et plus dépendante des intérêts du Nord.
Oui, mais cela, c'est intéressant parce que ça pourrait provoquer, je ne sais pas, est-ce que Julien Mallet, est-ce que vous, Vera Bor ou Riga Arvanitis, pouvez nous dire si ça pourrait provoquer des réactions d'une certaine manière de ces pays, de ces cultures qui sont obligés de passer sous les fourches codines, comme vous êtes en train de nous le dire, des normes qui ont été imposées par l'Ouest. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ce n'est pas le cas? Qui veut répondre à cette question? Je crois qu'il y a un urbaniste. Oui, dis-moi. Juste rapidement, un urbaniste qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Qui fait la planification de la planification ?» Je crois qu'on est bien dans cette chose-là, c'est-à-dire qui met en place ces systèmes d'évaluation qui finalement dirigent l'ensemble des sciences et ont une influence incroyable et qui finalement génèrent cet autoritarisme, on peut. Oui, Riga Arvanitis. Ce sera le sujet de l'une des séquences des 24 heures. Mais la question de l'importance de l'évaluation, par exemple, pour prendre un exemple concret, pas un truc théorique, nous avions étudié avec Salih Hanafi dans le cas des pays arabes du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient, l'influence qu'a pu avoir le fait qu'on les oblige à publier dans des revues en anglais, alors qu'ils ne publient, que ce soit en sociologie ou que ce soit en physique, que ce soit en biologie ou en clinique, et leur salaire en dépend. Le fait que cette inscription soit liée au prestige de l'université et que ce prestige fait dépendre le budget, parce que c'est des universités qui se financent sur la base de ce prestige qui devient une valeur monétaire au niveau mondial, enchaîne une sorte de marchandisation, mais presque involontaire, de la part de ceux-là même qui écrivent que il est mauvais d'écrire uniquement dans ces revues-là. Et c'est extrêmement difficile de revenir à la prise en compte des particularismes locaux ou des langues nationales. On a fait plusieurs efforts. Je pense que Ismaël de ça connaît bien mieux que moi, de publier dans des langues, on va dire, locales, en fait, dans des langues qui sont des très grandes langues véhiculaires, comme l'espagnol ou le français ou l'arabe, voilà. Mais en fait, je sais pas moi, en Asie, le chinois et bien d'autres. Et en fait, on se rend compte que cette domination de l'anglais est liée en fait à un système de publication extrêmement restreint, un petit monopole extrêmement limité. Généralement d'ailleurs d'intérêt privé parfois, parce totalement, que ce sont des grandes maisons. Et même nos universités. Avec une pensée relativement définie. Oui. Et nos universités, par exemple, il y a 2-3 ans, ont refusé de payer une redevance à un ou deux de ces très très grands éditeurs, et ça se chiffre en plusieurs millions d'euros, qui sont des marchés extrêmement lucratifs, à un point qu'actuellement, il vaut mieux faire circuler de la connaissance papier que des morceaux d'ordinateur ou des pièces de boucher. Oui, Julien Mallet. Juste pour ajouter par rapport à votre question une petite note d'optimisme. Face à cette crise, là aussi c'est une crise des formats entre autres, et qui a émergé, enfin qui s'est rendue visible très fortement au moment du Covid aussi, notamment chez les étudiants et les jeunes docteurs et les jeunes chercheurs, qui se sont retrouvés brutalement coupés de leurs pairs et avec cette pression à surpublier en quantité et pas forcément en qualité, entre autres. Et bref, je fais un résumé, mais il y a des études qui montrent au niveau mondial comment une partie de ces jeunes, du coup, se sont tournés vers d'autres solutions. Et vers d'autres solutions qui passent par une histoire plus ancienne de l'open science, de l'open source et du préprint, de la publication en ligne, et aussi vers d'autres formes de publication. Là, ça rejoindra peut-être des préoccupations que vous avez, qui sont liées à ce qu'on appelle aujourd'hui de façon un peu fourre-tout les écritures alternatives. Et donc ces jeunes aussi, avec leur connaissance d'Internet, de YouTube, des médias, du film, qui contourne cette absence, cette coupure de lien
encore une fois, avec leurs pairs et cette pression des formats qui leur est imposée. C'est pour donner une note d'espoir. Il y a aussi des alternatives qui sont assises sur des gens, des militants, des activistes, de l'open source, de l'open science et de nouvelles formes d'écriture. Alors tout ça n'est pas tout rose, c'est plus compliqué, mais c'est aussi l'expression de mouvements de résilience, j'aime pas le mot, mais de résistance, d'appropriation. Vera Bor, justement, tout à l'heure, Rudy Bor parlait de le tout solidaire comme contre le tout concurrentiel, d'une certaine manière. Est-ce que ce que vient de décrire Julien Mallet, aussi ce qu'a décrit à la fois Ismaël Rafols et Riga Sarvanitis, participe à ça, c'est-à-dire d'une certaine manière de cette idée qu'il faut contourner les règles qui nous sont imposées solidairement en créant d'autres circuits? Et là, vous parlez avec un cœur activiste qui dit il ne faut pas contourner, mais il faut réapproprier ces ressources qui sont les ressources, si on parle de globalisation, ils sont ressources planétaires. Je viens sur ce mot parce qu'il me tient à cœur. Parce que qui a donné cet pouvoir à ceux qui créent les hiérarchies entre les savoirs et la diversité dont vous avez parlé, et je pense l'UNESCO, et je pense vous êtes aussi attaché à cet organisme. Je pense eux ont créé une carta pour la préservation de la diversité culturelle, naturelle, etc. On va traiter ces thèmes. Mais c'est aussi tout ce savoir qu'on a ignoré, qu'on a aussi même banni, exclu. Donc le savoir décolonial, tout ce savoir autochtone, mais on peut élargir dans plusieurs champs qui n'ont pas fait part de cette cercle de pouvoir de scientifiques. Et je pense cette ouverture, et là je suis optimiste parce qu'on a un tonne de savoir non utilisé à valoriser, et j'espère que ces 24 heures font une partie d'ouverture vers l'horizon. Et je pense que le GRIP était un de ces lieux, interstices, refuges nécessaires qu'on a besoin dans ce monde scientifique. Et malheureusement, je dois dire, notre institut de recherche est autonome aussi pour une raison, pour pouvoir dire ces choses-là ce soir, aujourd'hui. Ismaël Rafols, quand vous avez créé cette chaire UNESCO, vous l'avez donc, vous en êtes le titulaire avec d'autres. Est-ce que cette question, et c'est une bonne question que pose Vera Bor, l'après-Seconde Guerre mondiale a vu naître justement une première mondialisation, une mondialisation politique, née justement de la volonté de faire que chaque État, chaque culture soit représentée. On connaît les grands travaux de l'UNESCO autour de l'histoire de l'Afrique, par exemple, qui n'avaient jamais été menés en dehors des dimensions coloniales, par exemple, qui se sont déroulées sur plusieurs décennies. Donc on voit bien qu'il y avait cette intention-là, et on a l'impression que cette intention a été prise à revers par une mondialisation rapide qui était celle de l'économie, et que ce que vous décriviez l'a mise un peu à l'écart. On sait combien, par exemple, l'UNESCO a été à la fois marginalisé, contesté par justement les puissances occidentales depuis les années 70 et 80, Ronald Reagan et tous les autres présidents américains marginalisant une institution qui est pourtant paritaire, universelle, issue justement des traités de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela, justement, de ce combat, pourrait-on dire, entre deux visions des partages des cultures? Ça, je n'aurais pas quoi vous dire, parce que vous aviez parlé, bon, il y a aussi les pressions de l'un côté de l'économie, mais il y a aussi les pressions de l'État, non? Enfin, ce que je voudrais partager, c'est que je, je, je vois les États aussi faisant partie de cette vision de la modernité où bien sûr, l'économie capitaliste qui crée des innovations pour la consommation, ça fait partie de cette modernisation, mais les États sont là des partenaires très proches. Et alors, je ne vois pas les États donc comme des
des acteurs qui ont défendu cette diversité, mais des acteurs qui plutôt ont aussi participé à la répression de la diversité. Donc, là, c'est bien sûr que les États ont appuyé la modernité. Et une chose que j'avais pensé de partager avec vous, c'est comment, dans l'un de ces derniers livres, Bruno Latour a écrit sur la fausse opposition entre tradition et modernité. Là, de l'un côté, il disait, bon, on voit normalement qu'il y a la tradition qui est locale, qui est conservatrice. De l'autre côté, la modernité qui s'en va, qui est cosmopolite. Et il dit, mais vous voyez, il écrit ce livre après que Trump a été choisi la première fois. Et il dit, Trump nous indique justement là où on ne veut pas aller. Parce qu'il, d'un côté, est très conservateur et il est aussi pour la modernité. Et il faut prendre le chemin qui est contre-train, que ce n'est pas le conservatisme, mais ce n'est pas la modernité comme masque qui s'en va l'air. Donc, on doit faire une décolonisation de la connaissance que soit enracinée dans des choses locales. Et là, je pense, c'est une chose que je pense, ni les États, ni des organismes comme l'UNESCO ont réagi à faire, et je pense que ça fait partie des efforts que GRIP a fait, de mettre les connaissances ou de chercher les connaissances qui sont faites à niveau local, mais qui sont en même temps solidaires. Et ça, c'est ce que Bruno Latour essayait de parler pour atterrir, se mettre en terre, mais d'une façon solidaire, soit locale, mais solidaire. Mais c'est quand même extrêmement difficile dans le sens où, en tout cas, quand on parle de France, et ça n'est que la France, cette question de l'enracinement a été le combat on est dans le réfectoire des Cordeliers, qui était un des lieux de la Révolution française, ici même à Paris, a été un combat des révolutionnaires de désenraciner, de dire que l'enracinement, c'était une vision, disons, de société d'ancien régime, des sociétés qui valorisaient l'hyperlocal, la langue locale, qui valorisait les traditions locales, et que la Révolution avait pour vocation de créer un homme nouveau d'une certaine manière, ou une femme nouvelle. Donc évidemment, c'est extrêmement difficile, en tout cas vu de France, que de parler de réenracinement, Rudy Bois. Oui, je pense qu'on est... alors, juste pour préciser un peu par rapport à Bruno Latour, je crois qu'il a quand même, dans cette opposition entre les deux, il a quand même dit « nous n'avons jamais été modernes ». Et je crois que ça c'est important aussi pour montrer cette dualité. Et puis donc son dernier livre parlant de l'atterrissage, cette nécessité de reprendre, de se resituer d'une certaine manière. Moi, par rapport à ça, j'ai peur. J'ai peur parce que je pense qu'il faut que nous soyons à la fois situés, et c'est pour ça que je préfère Glissant à d'autres, ouais. Il faut être à la fois situé et avoir cette capacité de l'ouverture. Et c'est cette dualité-là qui me paraît plus intéressante, et une dualité que chacun d'entre nous devons cultiver, ce qui veut aussi dire, et là j'ai certaines frayeurs quand notre logique, je dirais écologique, nous mène à nous dire immobilité, etc. Vers où allons-nous dans ce resserrement, je dirais? Vers où est-ce que les informations sont suffisantes? On voit très bien qu'il y a une différence énorme entre aller sur le terrain et entendre
les choses venir jusqu'à nous, on est dans des réalités totalement différentes. Et ça, comment travailler sur ça, c'est moi je reste ici dans cette attitude de designer parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qui est, mais comment le transformer. Oui. Et donc, comment transformer cette situation aujourd'hui? Oui, Rigaramanitis. Oui, sur ce point, je voudrais rebondir en disant que une des choses qu'on a cherché à faire, comme le signalait Ismaël, c'était de récupérer, par exemple, sur le terrain, la mémoire. Il s'agit pas c'est pas du réenracinement au sens de recréer une propriété terrienne des idées. C'est pas ça. C'est pas que mon précaré, que je ne pourrais faire de l'anthropologie du Brésil que si je suis brésilien. Mais c'est l'idée que si on valorise les cultures dans leur diversité, et qu'on respecte ces différences, on se trouve fatalement devant une alternative. Soit j'accepte cette différence, soit je deviens un guerrier. Et soit je me mets à me battre contre le reste de l'humanité, parce que je vais déjà en interne, il faut que je crée cette unicité, et très jacobine d'ailleurs, et à l'extérieur, vers l'extérieur, je dois me défendre. Il me semble que la guerre en Ukraine, en partie, reflète ça. Ce travail que nous proposions avec nos faibles moyens en tant que chercheurs en sciences sociales, c'était de revaloriser, disons, cette mémoire. Je veux dire, le travail de Julien Mallet, c'est précisément de faire dialoguer ces langues musicales, ces expressions musicales. Le travail que fait Ismaël avec sa chaire sur la diversité et l'intégration à Leiden, c'est la même chose. C'est d'essayer de voir comment localement on se crée des connaissances, mais comment elles circulent mieux parce qu'on les reconnaît. Ce qui est un paradoxe apparent. Julien Mallet, justement, sur ce point. Oui, tout à fait. Et puis, plus près. Plus près du... Et aussi, comment ces cultures ne sont pas des objets inertes, mais sont en capacité. C'est un des problèmes que j'ai avec le décolonial, c'est qu'il y a cette tendance un peu essentialisante et à enlever la capacité des acteurs. Or, ces acteurs, les musiciens très concrètement avec qui je travaille, non seulement ils réclament une appartenance au monde, même s'ils sont pris dans des contextes très locaux, rituels, à des centaines de kilomètres de toute ville, etc. Ils aspirent à cette appartenance mondialisés en partie, mais ils s'en nourrissent également. Et donc, ce sont des acteurs. On ne peut pas les considérer simplement comme des objets d'étude passifs ou subissant les méfaits de la mondialisation de façon inerte, mais ce sont des acteurs qui circulent, qui se battent avec leurs outils à la fois liés à leur histoire, à leur culture. Mais si on considère effectivement que un des apports importants de ces 25 ou 30 dernières années, c'est la notion d'agency, c'est donc la notion de capacité d'agir, pourrait-on dire, qui nous a libérés en sciences humaines d'une certaine vision d'une domination sans faille sur des populations sans réaction. On voit bien qu'effectivement ce rapport à la réaction, à la réactivité, à la capacité d'agir des personnes qui se trouvent sous une domination quelconque, domination économique, domination politique, domination culturelle, est un apport essentiel pour mieux justement appréhender la manière dont ces métissages, ces créolisations, ce tout monde dont parle Édouard Glissant, qui est né de quelqu'un qui connaît justement le marronnage, qui connaît la façon dont les esclaves eux-mêmes, sous la domination coloniale, ont pris en main d'une certaine manière la résistance et leur propre destin. Tout cela, effectivement, c'est quelque chose qui rend plus, disons, plus fluide, pourrait-on dire, plus sensible, plus varié, la question justement du rapport entre le local et le global. Complètement, et je crois que c'est ça aussi peut-être notre spécificité en tant que chercheur, c'est d'essayer de décortiquer la complexité des choses et non pas d'être dans des dualités qui sont malheureusement de nos jours de plus en plus présentes dans le spectre médiatique en particulier. Voilà. Vera Bohr. Je pense que GRIP a fait, et ce que nous essayons aussi à faire, c'est valoriser
cette savoir et rendre l'accessible parce que souvent c'est quand même un savoir qui est caché, qui était dévalorisé et surtout dans des flux migratoires, dans des lieux parfois quand on est encore ancré localement, on a accès, mais parfois l'accès devient difficile s'il y a une histoire qui était coupée ou cachée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez important. Et pour moi, cette question de la racine, j'aimerais bien citer Willem Flusser qui a dit la différence entre un être humain et un vegetable et légumes, pardon. On dit la multilingualité, heureusement. Et exactement qu'on est capable et c'est un acte chirurgien de se séparer de ces racines, mais en même temps, c'est exactement cette capacité forte de les prendre avec soi, les transformer et les planter dans les cœurs de l'autre. Et ça, ce qui ne veut pas dire que c'est un processus, et ça, il a bien décrit, douloureux. Mais c'est l'acte où l'être humain devient l'homme ou être pensé. Ismaël Rafols, avant que je redonne la parole à Rudy Bord, est-ce que il n'y a pas une nuance dans ce que vous avez affirmé tout à l'heure par rapport à ce qui est dit ici sur ce plateau, c'est que vous considérez que l'État n'a pas disparu et que justement entre ce local et ce mondial, eh bien, il y a toujours cette forme nationale qui, peut-être, c'était ce qui était dit au tout début par Rudy Bord, n'a pas disparu du tout. Elle s'est peut-être même renforcée sous l'effet de la mondialisation, de la globalisation, et que cet État est, disons, un empêcheur peut-être de voir surgir d'autres logiques et d'autres approches. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette question-là ? Dans la plupart des pays du monde, on parle plusieurs langues. Il y a des cultures diverses dans le même État et les États ont des grands problèmes à gérer cette diversité. En fait, je pense qu'on n'a pas réussi à trouver une façon d'un État qui sache respecter cette diversité. Et ce qui se passe alors, c'est qu'en fait, il y a... C'est grâce à ce que vous avez dit de agency, agence, je ne sais pas si on dit en français, the agency des acteurs locaux à plusieurs niveaux qui font que les diverses cultures locales et les connaissances locales sont encore vivantes. C'est le cas des savoirs traditionnels et je pense aussi le cas des musiques traditionnelles comme ça, et sans vouloir les essentialiser. Une chose dont je voulais aussi réfléchir, c'est la notion d'agency et liberté dans cette apparence d'un monde ouvert, jusqu'à quel point elle est médiatisée pour l'économie politique. Parce que, par exemple, une des choses dont on étude, c'est pourquoi on fait la recherche sur certains thèmes et pas des autres. Et alors, on voit ce qu'on fait dans des universités publiques dans des divers pays et on trouve, par exemple, dans le cas de l'Inde, que l'Inde fait 5% de recherche librement sur le cancer lorsque le charge, le poids à niveau de problèmes de santé du cancer, c'est que le 5%. C'est 5 fois plus de recherche sur le cancer que le problème qu'il y a. Et ce sont, en fait, des recherches qui sont très souvent libres. Non, les chercheurs sont libres de le poursuivre, mais ils suivent des entrées de l'économie politique globale, lorsque dans les autres maladies, comme des maladies cardiovasculaires, ils ne le suivent pas. Et je pense que ce qu'on voit à niveau de thèmes de recherche, on voit que cette liberté, cette apparence de liberté de recherche culturelle
ce qu'on voit quand on cherche à Google, on tweet, cette apparence de la diversité. On sait que c'est une diversité qu'elle est médiatisée, Orienté. et orientée, et qui en fait a des biens importants qui mènent à une réduction. Et donc, oui, on est libre de bouger, mais il faut aussi penser que cette liberté est une liberté qui est biaisée, fortement biaisée par les opportunités qui sont données à niveau culturel ou à niveau des pensées. Oui, ça serait d'ailleurs assez intéressant, puisqu'il y a beaucoup de cartographie dans le design, de faire une cartographie des voyages en avion des chercheurs dans le monde entier, chercheurs de sciences sociales ou chercheurs de sciences dures, pour voir dans quel sens partent les avions, où atterrissent-ils et comment font-ils le tour du monde. C'est Bruno Latour, par contre. Mais on a fait une cartographie, par contre, de la globalisation dans le GRIP, où on a pris en fait les publications en anglais, en langue espagnole et en français, et où on voit clairement que les sujets sont similaires mais pas les mêmes, que les relations entre concepts ne sont pas les mêmes. On retrouve les mêmes concepts dans les trois langues, mais ils ne s'articulent pas de la même façon. Et ce que vient de dire Ismaël sur les choix thématiques est aussi une des choses qui est apparue dans cette cartographie, où clairement en anglais il y avait une très forte préférence pour le vocabulaire économique, en français une très forte préférence pour le vocabulaire de la proximité du territoire et de l'histoire, et en espagnol, du modèle de développement, de la résistance au néolibéralisme et de la réorganisation sociale, des impacts sociaux, des choix politiques, économiques qui sont place ailleurs que là où a lieu la politique. Oui, Rudy Bord. J'aimerais bien revenir sur cette agir localement et penser globalement. Et sur cet intermédiaire que peut être la nation. Ce que l'on voit aujourd'hui très clairement par rapport, par exemple, à la question de la perception de notre avenir écologique, c'est que la nation n'est pas obligatoirement à une aide à cette perception. Et c'est pour ça, d'ailleurs, très tôt que nous avons choisi ce mot civique. Parce que ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est capable de passer d'un civisme national à un civisme mondial. Et est-ce que le citoyen... Pourtant, l'expression citoyen du monde est une expression qui date des années 1945. Est-ce que le citoyen n'est pas déjà dans ce civisme mondial? Certains. Oui. Pas tous. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas pousser plus vers ce civisme mondial en se disant on agit là et la question elle est véritablement à ce niveau-là, plutôt que de se dire il faut qu'on se mette en concurrence nationale entre entre pays pour atteindre qui est le meilleur, etc., etc. Tous ces éléments qui sont plus des brouillages de l'essentiel que des apports. Vera Bord, sur ce point, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, et ça revient sur la question de concurrence ou solidarité. Et je pense, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment l'accès aux ressources. Et ça, c'est du local jusqu'au planétaire. Et on ne peut pas penser la question écologique sans la question sociale et économique. Et c'est cette interrelation des questionnements qui sont très très importants et qui sont souvent cette pensée systémique qu'on est obligé heureusement à réintroduire à cause de la crise écologique. Elle est clé, mais on peut traiter encore une fois ça avec un éco-égoïsme. On peut être localement correct et je travaille en Suisse à Zurich. Et là, par exemple, on peut en microsystème être super conséquent avec beaucoup de coûts externalisés des maisons, voilà, circulaires, etc. Donc, tous ces coûts externalisés, ça c'est, je pense, transversal. Il faut partager
Il faut partager les problèmes, les doutes, les questionnements et trouver des réponses communes. Et ça, c'est quelque chose à apprendre. C'est une attitude d'apprentissage et ça correspond pas du tout avec la concurrence qui, pour l'instant, encore le paradigme central de nos échanges, malheureusement aussi, et ça revient sur le début de notre débat, même en sciences. Julien Mallet, vous qui travaillez sur ces musiques de l'océan Indien, en particulier de Madagascar, est-ce que vous avez perçu dans votre travail de chercheur la conscience pour les musiciens avec lesquels que vous suivez, la conscience mondiale d'une certaine manière de cette idée que cette musique qu'ils produisent est à la fois une musique qui est ancrée dans une tradition, dans une histoire, etc., dans un territoire, mais qu'effectivement, aujourd'hui, leur audience, par les moyens technologiques que l'on connaît aujourd'hui, est autrement décuplée qu'elle ne l'était auparavant, c'est-à-dire qu'effectivement, auparavant, on sait comment s'est passé le phénomène de la world music, c'est-à-dire il s'est passé par des pionniers européens ou américains qui allaient en Éthiopie, comme Francis Falsetto, comme d'autres qui sont rendus dans des endroits où il y avait une histoire musicale et qui l'ont importé dans leur espace politique et culturel, pourrait-on dire. Est-ce que eux-mêmes deviennent, vous disiez tout à l'heure, des acteurs de leur propre mondialisation, en considérant qu'ils peuvent se passer de ces intermédiaires de l'Ouest pour pouvoir faire connaître, par exemple, leur tradition, leur musique et leur culture? Oui, tout à fait. En fait, je peux pas généraliser à l'ensemble des musiciens, mais une partie des musiciens avec qui je travaille sont incarnent complètement ce que vous venez de dire, dans la mesure où on n'est plus dans les années 80, dans cette période de la world music. Oui, de Peter Gabriel et de tout un tas d'autres. Et à laquelle ils n'avaient pas accès et ils n'ont pas accès de tout. Parce que eux, ces musiciens-là, ne sont pas dans ce cosmopolitanisme, je ne sais pas comment l'appeler, cosmopolitisme, qui fait que les acteurs de la world music et les producteurs vont chercher ailleurs une dose d'exotisme, mais qui convient. Qui est facilement consommable. On est aussi transcriptible. Et là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. On est face à des musiciens qui viennent de régions très éloignées, très rurales, qui sont de conditions sociales et économiques très basses, et qui via des circulations à la capitale et via l'utilisation des nouvelles technologies Internet, se connectent non pas à une mondialisation du Nord, mais à une mondialisation qui passe par des acteurs de la diaspora. Ce mot-là resterait à définir, mais qui les connecte à des communautés malgaches à l'extérieur et qui permet une sorte de mondialisation par le bas qui réduisant les intermédiaires grâce aux technologies numériques, permet à ces musiciens de traverser le monde, d'aller jouer en France, à La Réunion, à Mayotte, et ce faisant, d'acquérir un statut sur place à Madagascar de star, parce qu'ils ont fait des tournées internationales. Donc une sorte de bricolage et de mondialisation par le bas, mais dont le projet reste ancré au territoire qu'est Madagascar. C'est, je crois, le même phénomène en matière d'art contemporain aujourd'hui, si on analyse l'Afrique. On a ceux qui sont invités, les célèbres, on a ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans le territoire européen, même s'ils sont invités parfois, c'est-à-dire leurs œuvres circulent, mais eux ne circulent pas. Et puis il y a ceux qui ont décidé de plus fonctionner dans ce circuit-là et qui fonctionnent très bien dans d'autres réseaux et notamment dans cette ce qu'on appelle la globalisation du Sud qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est, je crois que là on est vraiment dans un nouveau phénomène qui est avec des moyens technologiques qui ont été élaborés au Nord d'une certaine manière par l'internet, etc., et qui d'une certaine manière permettent à ces acteurs de reprendre en main leur capacité d'agir. Ismaël Rafols, vous vouliez réagir à cet exemple justement des musiques? Non, ça m'a fait penser dans une pièce de recherche qui a été menée par Ronald Cancino, qui est un sociologue au Chili, qui fait la recherche sur un projet de recherche qui s'est passé au sud de Chili, où il y avait des chercheurs sur le climat qui se sont installés dans un territoire où il y avait des Chiliens
aborigènes, c'est-à-dire des habitants originaires. Et il me racontait que c'était un cas intéressant parce que le genre de dualité de la modernité, comme local, global, passé, futur, hein, dans ces projets de recherche était en fait rallié, n'étaient plus des idées qui étaient contraposantes, mais c'était des idées qui étaient mélangées. Pourquoi? Parce que là-bas, les chercheurs du climat faisaient la recherche sur ce qui était en train de changer au sud de Chili, donc c'était très local, mais ça avait des enjeux pour toute la planète. C'était une recherche qui regardait comment était le climat dans le passé en ces points au sud de Chili, mais en fait, c'est une recherche qui était très visée vers le futur. Qu'est-ce qui va passer avec notre futur? Et d'un autre côté, il y avait les connaissances traditionnelles des aborigènes et la science moderne. Donc, et ça aussi fait penser avec ce livre de Latour qui nous questionne le genre de dualité de la modernité. Rigard Abernethy sur ce point? Oui, ça me rappelle un exemple d'un doctorat que j'avais lu il y a quelque temps en Égypte. Il y a eu une sorte de croissance de la culture bio avec des marchés à l'exportation. Et souvent, c'était des étrangers qui s'installaient dans des zones assez fertiles en Égypte, mais qui avaient toute une sorte de référentiel un peu magique sur le bio. C'était en fait bien pour la santé, ça allait favoriser une culture parallèle et tout ça. Et les Égyptiens qui cultivaient à côté avec les vieilles techniques traditionnelles, eux, ils parlaient en termes de rendement, d'économie, de machin, même quand ils étaient très pauvres et tout à fait, ils disaient, d'après eux, les pieds sur terre. Et c'était très difficile, très compliqué pour les autorités de gérer ça parce que ils pensaient que les étrangers allaient apporter la modernité. En fait, la modernité, c'était les paysans les plus classiques, les plus traditionnels qu'ils avaient dans les mains. L'enjeu était énorme puisque c'était produire pour enrichir aussi en devises le pays, puisqu'on produisait pour l'exportation. Mais on avait des approches évidemment tout à fait différentes. Bien sûr, les oppositions entre traditionnel, moderne, local, étranger, en fait, je pense que la globalisation les a changés, les a scindés d'une certaine façon. On trouve des partisans du bio globalistes ou pas globalistes, ou qui vont vers l'étranger ou qui vont et qui restent enracinés localement. On trouve toutes les formes d'expression culturelle moderne, on la trouve aussi bien dans la diffusion mondiale que dans l'enracinement local. Et les divisions sont difficiles. Les frontières ont bougé. Les frontières ont bougé et correspondent en fait même politiquement pas au même endroit. Je veux dire que même les concepts classiques qui avaient du sens au niveau national n'ont plus de sens au niveau global.